comment dirais-je, laissé à l'abandon. Le peuple congolais souffre. Cet argument sécuritaire, Antoine Glaser, il est, on l'entend souvent, pour maintenir des régimes au pouvoir, mais il est légitime également. Dans le cas du Congo, un pays qui a connu 2 guerres récemment, qui a connu de nombreuses rébellions, qui a encore de nombreux groupes armés qui opèrent sur son territoire, on peut comprendre cet argument sécuritaire. Il faut la stabilité. C'est-à-dire que, c'est vrai que c'est déjà surprenant d'entendre le représentant de Joseph Kabila dire quand il est arrivé au pouvoir, s'il parle de 2001, il a succédé à son père. Alors donc, il faut s'adresser, c'est-à-dire c'est un peu un parricide quelque part. Deuxièmement, quand on parle des casseurs, très franchement, les casseurs, il y a quand même eu, c'est la première fois qu'on voit ça en Afrique, 3 sièges de l'UDPS, du mouvement des Lumumbis et d'un autre siège qui ont été quand même incendiés et vraiment avec des gens assassinés. C'est quand même, on a rarement vu ça, je veux dire, dans un pays africain. Qu'est-ce qui est arrivé d'une façon aussi violente. Moi, je suis le petit blanc des bords de Seine, donc je vois ça sans doute des bords de Seine, mais je suis ça depuis 35 ans, et c'est vrai que le Congo, rappelez-vous, alors bien sûr, tous les trucs de scandale géologique, moi qui analyse ça, ce que j'analyse, c'est que finalement, le maintien de Joseph Kabila au pouvoir, ça arrange bien les voisins. Des grands pays comme l'Angola ou le Rwanda, ils sont très contents d'avoir Joseph Kabila, parce que comme ça, chacun fait son petit business aux frontières du Congo démocratique, et finalement les choses se perpétuent de cette façon-là. Mais si on veut bien organiser les élections, justement, pour bien les faire, pour pas les bâcler, quand même, je veux dire, si il était arrivé au pouvoir, même en 2006, alors la seule chose que je reconnais qui est une réalité, c'est d'abord que Joseph Kabila, dans la ville de Kinshasa, a toujours été minoritaire et a toujours eu des problèmes dans la capitale. Et c'est vrai qu'en 2006, c'était Jean-Pierre Bemba qui était arrivé en tête. Les Quinois, Francis, n'aiment pas Joseph Kabila, historiquement, c'est prouvé. Je ne sais pas si c'est historiquement. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a rejeté Joseph Kabila. Il faut dire qu'il est arrivé quand même au pouvoir par des voies, je dirais, à tout le moins, disons, inhabituelles. On ne peut pas dire que ce soit une accession démocratique au pouvoir. Mais je vais juste relever 2 ou 3 choses, si vous permettez. C'est quand le monsieur qui est avec nous, monsieur du PPRD, dit qu'il faut organiser des élections dans de bonnes conditions pour éviter toute contestation. Il le dit, il le répète. J'aimerais savoir, au fond, combien de temps il faut dans un pays pour s'assurer qu'on organise de bonnes élections. Ça fait quand même 15 ans que ce régime est en place. Il faudrait peut-être encore attendre 5 ans, 10 ans dans ce cas-là. Peut-être qu'il faut complètement renoncer à l'agenda démocratique. Alors, Alidor Mulumbe. Par ailleurs, je voulais quand même souligner également que M. Joseph Kabila n'est pas candidat. Il n'est plus candidat à une élection présidentielle. Donc, il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se représenter. Alors, donc, peut-être que pour apaiser simplement le climat social et politique dans le pays, Joseph Kabila peut se retirer du pouvoir. Annoncer qu'il se représente. Et mettre en place une équipe. Alors, Alidor Mulumbe, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi Joseph Kabila n'annonce-t-il pas, ne confirme-t-il pas son départ, quand bien même ces élections seraient reportées, quand bien même il faudrait attendre? Et quand est-ce qu'on peut imaginer que ces élections pourront avoir lieu? Il y a ceux qui dialoguent aujourd'hui, l'opposition responsable qui dialogue aujourd'hui, le dernier point sur lequel ils essayent de se mettre d'accord, c'est sur le calendrier électoral. Donc, si on les laisse travailler, si on n'amène pas des pilleurs, des casseurs dans la rue, eh bien, de ce dialogue, il y aura un calendrier électoral global, très clair. C'est ça l'objectif. On a l'impression que ceux qui ne veulent pas d'élection, ceux qui préfèrent plutôt des postures, comme les dirigeants de l'UDPS, ne veulent pas, en fait, qu'on arrive à ce calendrier. Pour le reste, j'entends trop de procès d'intention contre Kabila. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va se présenter. Vous savez, pour la France, il y a un pays voisin où un chef d'État a changé la Constitution, il a fait encore des élections et il a eu même les applaudissements de M. François Hollande. Le Congo de Kabila est dans toute la région des pays de Grands Lacs, à l'exception des pays anglophones comme la Tanzanie et la Zambie, c'est le pays le plus démocratique. Allez au Rwanda, allez en Ouganda, où est le Tshisekedi du Rwandais?
Le Tshisekedi rwandais, il croupit en prison. Alors, Antoine Glaser, sur cette question du Rwanda, la Constitution a été changée et la communauté internationale l'a très largement applaudi. Absolument. Non, mais je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Mais absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, quel est le... Ok, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des présidents qui ont changé leur Constitution pour se maintenir au pouvoir en disant le peuple me demande, moi je ne veux pas, etc. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Ça n'empêche pas que là, il y a un processus totalement nouveau en République démocratique du Congo. C'est on laisse glisser, alors qu'on ne prépare pas. Et au moment où il faut faire les élections, on dit faut faire un recensement électoral au secours. Mais il y a ce problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. Hein. D'abord, la communauté internationale, il va falloir quand même le dire et l'affirmer une fois pour toutes, n'existe pas. Vous avez des zones d'influence. Donc habituellement, quand il s'agit par exemple des anciennes colonies françaises, tous les autres pays occidentaux demandent en France qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous verrez que c'est toujours la France qui propose les résolutions. Quand il s'agit de la Belgique, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, tout se passe à Bruxelles et dire qu'est-ce que vous faites à Bruxelles. D'ailleurs, regardez les communiqués, même nos confrères, ils disent voilà, il y a un tel a dit, ça commence la Belgique en premier, après les États-Unis, après la France. Mais franchement, encore une fois, on analyse sur la base de processus, on voit bien quand même qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo avait tout à fait la capacité, s'ils avaient eu envie, de préparer des élections pour la fin de l'année. Il y a une chose qui n'a pas dit. Je vous ai dit, on a préparé. Puisqu'il y a une chose qu'on n'a pas dit. Attendez, juste Alexandre Kelly, je reviens tout de suite vers vous, Monsieur Mulombe. Tout d'abord. Je voulais lui rappeler qu'il y a quelques mois, Kabila a organisé des élections provinciales, coupant ainsi le Congo en 6 provinces. Ça, c'était pour lui faire plaisir. C'était pour lui-même. Et il a fait ces élections-là, faisant du Congo un pays qui compte 26 provinces. Et c'était facile à faire. Or, dans la loi électorale, dans la Constitution, il est prévu de mettre toujours de côté 250 millions de dollars américains pour la préparation des élections. Compté depuis qu'on a commencé en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ça va atteindre à peu près 1 milliard plutôt de dollars. Donc Kabila a suffisamment de moyens pour organiser les élections. Mais il ne veut pas les faire puisqu'il veut rester au pouvoir. Alidor Mulombe, vous vouliez répondre? C'est tout. Oui, d'abord, monsieur dit quelque chose qui est faux. C'est un mensonge. On n'a pas organisé des élections provinciales au Congo. On a organisé... C'était des élections des gouverneurs. Mais et ce sont des élections... Mais non. Un gouverneur, il y a l'assemblée d'une province. Mais non. Il y a des assemblées provinciales. Ce n'était pas... C'était 20 personnes, 30 personnes qui élisent un député, un gouverneur. Ce n'est pas la même chose qu'avoir des millions de gens qui vont aller voter. Donc, je trouve que ce que vous dites est faux. Ce n'est pas la réalité. Deuxièmement, tout le monde parle toujours respect de la Constitution. Mais le découpage de 26 provinces, c'est inscrit dans la Constitution. Oui. On ne peut pas lire la Constitution d'une façon sélective. On prend de la Constitution congolaise ce qui vous arrange et les autres éléments de la Constitution, vous n'en tenez pas compte. Donc, c'est ça que j'ai dit. Francis Laloupo. Je suis quand même sidéré par la capacité de certains acteurs politiques à inventer des vérités successives. Au fond, il y a une chronologie dans cette histoire. Et souvent, c'est vrai que certains pouvoirs font fi de la mémoire collective. Il y a d'abord eu dans ce pays, en RD Congo, il y a 2 ou 3 ans, je crois, ce qu'on appelait des concertations nationales. D'abord une sorte de dialogue comme ça, qui évidemment n'a pas abouti à grand-chose, mais qui préfigurait dans notre projet de pouvoir la modification de la Constitution, qui était dans les tuyaux, si je puis dire. Et il y a eu des manifestations dans ce pays. Il y a eu une résistance. Il y a eu des morts au Congo il y a 2 ans. Procès d'intention, ensuite, vous ne connaissez pas le Congo. Ah mais si, écoutez, c'est une réalité. Il y a eu des concertations internationales, nationales. Il y a eu des rumeurs de modification de la Constitution, plus que des rumeurs d'ailleurs. Il y a eu une résistance de la population qui a résisté contre cela, qui a manifesté contre. Donc il y avait bien un projet. Et c'est ensuite qu'il y a eu, effectivement, je dirais, cette carte qui a été sortie d'un glissement du calendrier électoral.
qui a amené d'ailleurs le pouvoir à aller devant la Cour constitutionnelle, qui a été consultée, pour autoriser en quelque sorte le fait que le mandat de Joseph Kabila puisse être prolongé jusqu'à l'élection d'un nouveau président. D'ailleurs, il faut dire, sans délai, de manière indéterminée. Parce que si aujourd'hui on mettait en place un calendrier, on vient quand même de nous apprendre que la Commission électorale est incapable de fixer une date pour les élections. La Commission se tourne aujourd'hui vers la Cour constitutionnelle. Les experts qui se penchent sur la question, sur le dossier congolais, disent tous qu'il n'est pas possible aujourd'hui, en l'état actuel de la situation du fichier électoral, par exemple, d'organiser des élections avant 2 ou 3 ans. Ce qui fait déjà pratiquement un mandat supplémentaire. On a contourné finalement toutes les difficultés pour offrir au pouvoir en place ce qu'on appelle, c'est la terreur actuellement pour les opinions africaines, un 3e mandat. Alors, est-ce que, Antoine Glaser, est-ce que ce n'est pas un problème? On a vu, je reviens tout de suite vers vous, Alidor Mulombe, juste sur ce point où en est le Congo aujourd'hui. On a vu un pays donc, qui est indépendant depuis 1960, on a vu les années Mobutu, le père Kabila, maintenant le fils Kabila, et toujours pas de transition démocratique paisible et acceptée par tout le monde. Est-ce que c'est simplement le cas que ce pays n'a pas les institutions démocratiques suffisamment fortes pour permettre une chose pareille? Est-ce que c'est la conclusion qu'il faut tirer aujourd'hui? Non, c'est ça, on dit toujours qu'il ne faut pas des hommes forts, mais il faut des institutions et autres. Mais ce qui est une réalité, c'est vrai que ce pays a connu un certain nombre de problèmes graves et de conflits à ses frontières, encore une fois, hein, c'est vrai. Mais compte tenu il a des milliards de dollars d'aide internationale dans ce pays, la façon dont il a été accompagné, comme Francis Laloupo l'a rappelé, il y a à plusieurs reprises eu des concertations avec des gens qui venaient expliquer, organiser. C'est un incroyable nombre d'associations, de médiation, de toutes les organisations internationales, des ONG qui sont penchées sur le Congo démocratique. C'est absolument incroyable d'arriver à la fin de l'année en disant voilà, les élections, non, il faut apporter. Il faut savoir aussi, c'est pas simplement l'élection présidentielle. Les députés, ils font quoi? Ils vont rester, il va falloir continuer à payer les députés encore 3 ans. Et toutes les autres institutions, alors tout le monde, personne ne bouge. C'est pas simplement le président. Ça veut dire que c'est un pays qui va être en roue libre totalement sur le plan institutionnel. C'est pas possible. Alidor Mulombe. Mais quand le pays essaie de se donner cette chance-là, cette chance de bien organiser ses élections, c'est assez étonnant de voir que les pays occidentaux, par exemple la déclaration du président français, elle est pour moi étonnante au moment où il faut apaiser la population. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile sur le feu. On essaye d'encourager les pilleurs, les casseurs, ceux qui ont fait que l'économie de ce pays, à cause des pillages, de 91 et 93, ces pillages ont subi les conséquences jusqu'aujourd'hui. Eh bien, la communauté internationale ou même les grands donneurs de leçons, pourquoi vous n'accompagnez pas ce pays, vous n'accompagnez pas ce dialogue qui doit aboutir? On verra après s'il ne va pas aboutir. Mais le dialogue aujourd'hui dit, maintenant on travaille sur un calendrier électoral. Car on ne peut pas organiser les élections dans un pays. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Les fiches communales de savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, ça n'existe pas. Le premier qui a critiqué ça, c'est M. Tshisekedi. Il y a 3 ans, M. Tshisekedi déclarait on ne peut pas faire d'élections dans un pays où il n'y a jamais eu de recensement, où on ne connaît pas qui est congolais, qui n'est pas congolais. Alors, allez retrouver les déclarations de M. Tshisekedi. C'est tous ces gens-là, c'est l'opposition en grande partie qui a bloqué chaque fois qu'on essayait d'avancer. Le feu Abbé Malo, qui était président de la CENI, a proposé il y a 2 ans un calendrier électoral complet. Qui ont refusé ce calendrier? Mais c'est l'opposition. Alexandre Kiedi, le blocage, il est de votre côté. Non, le blocage est du côté de Kabila. Moi, je reviens encore sur M. Alidor. M. Alidor, s'il vous plaît, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vous m'inquiétez avec vos déclarations, puisque vous êtes comme si le Congo était un espace où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et quand les gens résistent, vous êtes contre eux. Et vous savez bien que dans un État où il n'y a pas de règles, où il y a les 2 heures de l'absolu, la résistance devient un droit. Et si le peuple congolais résiste, c'est puisqu'ils sentent que de l'autre côté, il n'y a pas de retombant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, moi je pars toujours du Genval, puisque le Genval c'est le point central. C'est comme ça que nous sommes partis. Nous avons dit, plus jamais qu'il y ait des morts comme on voit là aujourd'hui.
Il y a 52 morts. On vous a dit seulement que 42, 32. Mais il y a 52 morts. Il y a 4 qui ont été tués dans la permanence de l'IDPS. Ils ont été abattus avec une lance-roquette. Les gens ont vu que la lance-roquette a détruit toute la maison et 4 personnes ont été calcinées. Le gouvernement Alidor Mulombe est accusé de répression. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé une marche, soi-disant pacifique. La marche devait débuter dans l'après-midi, en début d'après-midi. Mais c'est déjà à 8h, 9h qu'on a commencé à brûler, il y a des écoles qui ont été brûlées, il y a des banques qui ont été brûlées. C'est ça qui s'est passé, la réalité. Ce qui fait qu'on se demandait comment ces gens qui demandent une marche pacifique ne sont pas capables d'encadrer leurs gens. Et quand on regarde la qualité des gens qui étaient dans la rue, qui sont commencés à les piller, voler les magasins des Chinois, etc., c'était des jeunes gens. C'est ce qu'on appelle à Kinshasa. La plupart, ce sont des Chégués. On en a trouvé même, il y en a même qui manifestaient nus. Donc, ce qui fait que la répression, c'est quoi? Ici, c'est rétablir l'autorité de l'État. Madame et monsieur qui en salle, si on vient attaquer votre maison, juste parce que on vous soupçonne d'être partisan de M. Kabila et on vient attaquer votre maison, vous ne serez pas heureux d'avoir la police venir essayer de limiter les dégâts? Alors, juste c'est ça qui s'est passé. Francis Laloupeau. Oui, alors je veux juste dire, je suis pris que le monsieur du PPRD qualifie les manifestants de drogués, de délinquants. Bon, c'est une drôle de façon quand même de qualifier l'opposition. Ce que je veux dire simplement, je vais être très court, c'est que je reviens à ce que je disais au départ, cette crise a été quand même créée par le régime en place. C'est le régime qui n'a pas su organiser des élections. On connaît des crises préélectorales, des crises post-électorales. Là, on a une crise de non-élection. Voilà. Et cette crise provoque évidemment des tensions politiques. Là, il y a des manifestants, il y a un dialogue, donc il y a forcément des pour et des contre. Il y a des gens qui manifestent. Il se fait que ce pouvoir refuse toute forme de contestation, d'où cette répression qui est tout à fait féroce, tout à fait violente. Mais messieurs, on va juste laisser c'est-à-dire que finalement, on a créé en RD Congo une situation insurrectionnelle. C'est ce qu'il faut admettre tout simplement et l'assumer. Maintenant, c'est au pouvoir de gérer la situation. Antoine Glaser. Il faut quand même rappeler ce qu'avait critiqué François Hollande, qui, moi, je suis pas d'accord sur la politique africaine, mais je veux dire, ce qu'il a critiqué François Hollande, c'est l'attaque d'un siège de l'UDPS, du principal parti du pays. L'attaque et l'incendie du siège de l'UDPS, ça, sont pas des pilleurs et des casseurs, c'est de la violence d'État. C'est comme ça que ça s'appelle. Alidor Mulombe, de la violence d'État. Pourquoi vous ne critiquez pas On a brûlé le siège du PPRD, on a brûlé le siège du RCD. Tous les partis de la majorité présidentielle, leurs sièges ont été brûlés. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? C'est un peu ce qui étonne. Ça, c'est les militants qui ont brûlé le siège, ce n'est pas l'État. La question qu'on peut poser à un régime dans une situation comme celle-là, pour évidemment apaiser un peu les humeurs, c'est quelle est la réponse politique pertinente que votre régime apporte à cette situation? C'est la seule question qui vaille. Vous êtes encore aux commandes de l'État, c'est à vous d'apporter la réponse pertinente. Or, il se fait que le dialogue apparaît comme une réponse insuffisante. Donc, c'est à vous d'inventer la réponse pertinente. On est parti pour un cycle de manifestation et de répression. Non, mais juste, on voyait bien que le dialogue n'est pas nouveau. Ce dialogue n'est pas né il y a simplement quelques semaines. Il y a eu des négociations qui se sont éternisées avec une vraie volonté finalement du pouvoir de pas aboutir. Et c'est vrai que au niveau de ce dialogue, c'est vrai qu'il est vraiment les opposants qui participent à ce dialogue sont extrêmement minoritaires. Alors malheureusement là-dessus on va devoir s'arrêter. Je sais qu'on montre les textes que l'IDPS a signés. Je sais qu'on pourrait continuer encore longtemps. Vous voyez que se conduire là-bas à Kinshasa. On y reviendra sur cette crise politique au Congo très bientôt avec vous, messieurs, je l'espère. Merci infiniment d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat sur France 24. Bonsoir. En place.
il faudrait peut-être encore attendre 5 ans, 10 ans dans ce cas-là. Peut-être qu'il faut complètement renoncer à l'agenda démocratique. Alors, Alidor Mulumbe. Par ailleurs, je voulais quand même souligner également que M. Joseph Kabila n'est pas candidat. Il n'est plus candidat à une élection présidentielle. Donc, il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se représenter. Alors, donc, peut-être que pour apaiser simplement le climat social et politique dans le pays, Joseph Kabila peut se mettre, il peut se retirer du pouvoir. Annoncer qu'il se représente et mettre en place une équipe. Alors, Alidor Mulumbe, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi Joseph Kabila n'annonce-t-il pas, ne confirme-t-il pas son départ, quand bien même ces élections seraient reportées, quand bien même il faudrait attendre? Et quand est-ce qu'on peut imaginer que ces élections pourront avoir lieu? Il y a ceux qui dialoguent aujourd'hui, l'opposition responsable qui dialogue aujourd'hui, le dernier point sur lequel ils essayent de se mettre d'accord, c'est sur le calendrier électoral. Donc, si on les laisse travailler, si on n'amène pas des pilleurs, des casseurs dans la rue, eh bien, de ce dialogue, il y aura un calendrier électoral global, très clair. C'est ça l'objectif. On a l'impression que ceux qui ne veulent pas d'élection, ceux qui préfèrent plutôt des postures, comme les dirigeants de l'UDPS, ne veulent pas en fait qu'on arrive à ce calendrier. Pour le reste, j'entends trop de procès d'intention contre Kabila. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va se présenter. Vous savez, pour la France, il y a un pays voisin où un chef d'État a changé la Constitution, il a fait encore des élections et il a eu même les applaudissements de M. François Hollande. Le Congo de Kabila est dans toute la région des pays de Grands Lacs, à l'exception des pays anglophones comme la Tanzanie et la Zambie, c'est le pays le plus démocratique. Allez au Rwanda, allez en Ouganda, où est le Tshisekedi rwandais? Le Tshisekedi rwandais, il croupit en prison. Alors, Antoine Glaser, sur cette question du Rwanda, la Constitution a été changée et la communauté internationale l'a très largement applaudi. Absolument. Non, mais je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Mais absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, quel est le... Ok, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des présidents qui ont changé leur Constitution pour se maintenir au pouvoir en disant le peuple me demande, moi je ne veux pas, etc. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Ça n'empêche pas que là, il y a un processus totalement nouveau en République démocratique du Congo. C'est on laisse glisser, alors qu'on ne prépare pas. Et au moment où il faut faire les élections, on dit faut faire un recensement électoral au secours. Mais c'était des élections des gouverneurs. Et ce sont des élections. Mais non. Un gouverneur, il y a l'assemblée d'une province. Mais non. Il y a des assemblées provinciales. Ce n'était pas. C'était 20 personnes, 30 personnes qui élisent un député, un gouverneur. Ce n'est pas la même chose qu'avoir des millions de gens qui vont aller voter. Donc, je trouve que ce que vous dites est faux. Ce n'est pas la réalité. Deuxièmement, tout le monde parle toujours respect de la Constitution. Mais le découpage de 26 provinces, c'est inscrit dans la Constitution. On ne peut pas lire la Constitution d'une façon sélective. On prend de la Constitution congolaise ce qui vous arrange et les autres éléments de la Constitution, vous n'en tenez pas compte. Donc, c'est ça que j'ai dit. Je suis quand même sidéré par la capacité de certains acteurs politiques à inventer des vérités successives. Au fond, il y a une chronologie dans cette histoire. Et souvent, c'est vrai que certains pouvoirs font fi de la mémoire collective. Il y a d'abord eu dans ce pays, en RD Congo, il y a 2 ou 3 ans, je crois, ce qu'on appelait des concertations nationales. D'abord une sorte de dialogue comme ça, qui évidemment n'a pas abouti à grand-chose, mais qui préfigurait dans notre projet de pouvoir la modification de la Constitution, qui était dans les tuyaux, si je puis dire. Et il y a eu des manifestations dans ce pays. Il y a eu une résistance. Il y a eu des morts au Congo il y a 2 ans. Procès d'intention, ensuite, vous ne connaissez pas le Congo. Ah mais si, écoutez, c'est une réalité. Il y a eu des concertations internationales, nationales. Il y a eu des rumeurs de modification de la Constitution, plus que des rumeurs d'ailleurs. Il y a eu une résistance de la population qui a résisté contre cela, qui a manifesté contre. Donc il y avait bien un projet. Et c'est ensuite qu'il y a eu, effectivement, je dirais, cette carte qui a été sortie d'un glissement du calendrier électoral, et qui a amené d'ailleurs le pouvoir
à aller devant la Cour constitutionnelle qui a été consultée pour autoriser en quelque sorte le fait que le mandat de Joseph Kabila puisse être prolongé jusqu'à l'élection d'un nouveau président. D'ailleurs, il faut dire, sans délai, de manière indéterminée. Parce que si aujourd'hui on mettait en place un calendrier, on vient quand même de nous apprendre que la Commission électorale est incapable de fixer une date pour les élections. La Commission se tourne aujourd'hui vers la Cour constitutionnelle. Les experts qui se penchent sur la question, sur le dossier congolais, disent tous qu'il n'est pas possible aujourd'hui, en l'état actuel de la situation du fichier électoral, par exemple, d'organiser des élections avant 2 ou 3 ans. Ce qui fait déjà pratiquement un mandat supplémentaire. On a contourné finalement toutes les difficultés pour offrir au pouvoir en place ce qu'on appelle, c'est la terreur actuellement pour les opinions africaines, un 3e mandat. Alors, est-ce que, Antoine Glaser, est-ce que ce n'est pas un problème? On a vu, je reviens tout de suite vers vous, Ali Lor-Mulombe, juste sur ce point où en est le Congo aujourd'hui. On a vu un pays donc, qui est indépendant depuis 1960 vont avoir lieu. Il y a ceux qui dialoguent aujourd'hui, l'opposition responsable qui dialogue aujourd'hui, le dernier point sur lequel ils essayent de se mettre d'accord, c'est sur le calendrier électoral. Donc, si on les laisse travailler, si on n'amène pas des pilleurs, des casseurs dans la rue, eh bien, de ce dialogue, il y aura un calendrier électoral global, très clair. C'est ça l'objectif. On a l'impression que ceux qui ne veulent pas d'élection, ceux qui préfèrent plutôt des postures, comme les dirigeants de l'UDPS, ne veulent pas en fait qu'on arrive à ce calendrier. Pour le reste, j'entends trop de procès d'intention contre Kabila. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va se présenter. Vous savez, pour la France, il y a un pays voisin où un chef d'État a changé la Constitution, il a fait encore des élections et il a eu même les applaudissements de M. François Hollande. Le Congo de Kabila est dans toute la région des pays de Grands Lacs, à l'exception des pays anglophones comme la Tanzanie et la Zambie, c'est le pays le plus démocratique. Allez au Rwanda, allez en Ouganda, où est le Tshisekedi rwandais? Le Tshisekedi rwandais, il croupit en prison. Alors, Antoine Glaser, sur cette question du Rwanda, la Constitution a été changée et la communauté internationale l'a très largement applaudi. Absolument. Non, mais je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Mais absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, quel est le... Ok, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des présidents qui ont changé leur Constitution pour se maintenir au pouvoir en disant le peuple me demande, moi je ne veux pas, etc. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Ça n'empêche pas que là, il y a un processus totalement nouveau en République démocratique du Congo. C'est on laisse glisser, alors qu'on ne prépare pas. Et au moment où il faut faire les élections, on dit faut faire un recensement électoral au secours. Mais il y a ce problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. D'abord, la communauté internationale, il va falloir quand même le dire et l'affirmer une fois pour toutes, n'existe pas. Vous avez des zones d'influence. Donc habituellement, quand il s'agit par exemple des anciennes colonies françaises, tous les autres pays occidentaux demandent en France qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous verrez que c'est toujours la France qui propose les résolutions. Quand il s'agit de la Belgique, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, tout se passe à Bruxelles et dire qu'est-ce que vous faites à Bruxelles. D'ailleurs, regardez les communiqués, même nos confrères, ils disent voilà, il y a un tel a dit, ça commence la Belgique en premier, après les États-Unis, après la France. Mais franchement, encore une fois, qu'ils soient représentés, et mettre en place une équipe. Alors, Ali Lor-Mulombe, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi Joseph Kabila n'annonce-t-il pas, ne confirme-t-il pas son départ, quand bien même ces élections seraient reportées, quand bien même il faudrait attendre? Et quand est-ce qu'on peut imaginer que ces élections pourront avoir lieu? Il y a ceux qui dialoguent aujourd'hui, l'opposition responsable qui dialogue aujourd'hui, le dernier point sur lequel ils essayent de se mettre d'accord, c'est sur le calendrier électoral. Donc, si on les laisse travailler, si on n'amène pas des pilleurs, des casseurs dans la rue, eh bien, de ce dialogue, il y aura un calendrier électoral global, très clair. C'est ça l'objectif. On a l'impression que ceux qui ne veulent pas d'élection, ceux qui préfèrent plutôt des postures, comme les dirigeants de l'UDPS,
ne veulent pas en fait qu'on arrive à ce calendrier. Pour le reste, j'entends trop de procès d'intention contre Kabila. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va se présenter. Vous savez, pour la France, il y a un pays voisin où un chef d'État a changé la Constitution, il a fait encore des élections et il a eu même les applaudissements de M. François Hollande. Le Congo de Kabila est dans toute la région des pays de Grands Lacs, à l'exception des pays anglophones comme la Tanzanie et la Zambie, c'est le pays le plus démocratique. Allez au Rwanda, allez en Ouganda, où est le Tshisekedi rwandais? Le Tshisekedi rwandais, il croupit en prison. Alors, Antoine Glaser, sur cette question du Rwanda, la Constitution a été changée et la communauté internationale l'a très largement applaudi. Absolument. Non, mais je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Mais absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, quel est le... Ok, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des présidents qui ont changé leur Constitution pour se maintenir au pouvoir en disant le peuple me demande, moi je ne veux pas, etc. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Ça n'empêche pas que là, il y a un processus totalement nouveau en République démocratique du Congo. C'est on laisse glisser, alors qu'on ne prépare pas. Et au moment où il faut faire les élections, on dit faut faire un recensement électoral au secours. Mais il y a ce problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. D'abord, la communauté internationale, il va falloir quand même le dire et l'affirmer une fois pour toutes, n'existe pas. Vous avez des zones d'influence. Donc habituellement, quand il s'agit par exemple des anciennes colonies françaises, tous les autres pays occidentaux demandent en France qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous verrez que c'est toujours la France qui propose des résolutions. Où en est le Congo aujourd'hui? On a vu un pays qui est indépendant depuis 1960, on a vu les années Mobutu, le père Kabila, maintenant le fils Kabila, et toujours pas de transition démocratique paisible et acceptée par tout le monde. Est-ce que c'est simplement le cas que ce pays n'a pas les institutions démocratiques suffisamment fortes pour permettre une chose pareille? Est-ce que c'est la conclusion qu'il faut tirer aujourd'hui? Non, on dit toujours qu'il ne faut pas des hommes forts, mais il faut des institutions et autres. Mais ce qui est une réalité, c'est vrai que ce pays a connu un certain nombre de problèmes graves et de conflits à ses frontières, encore une fois, c'est vrai. Mais compte tenu il a des milliards de dollars d'aide internationale dans ce pays, la façon dont il a été accompagné, comme Francis Laloupo l'a rappelé, il y a à plusieurs reprises eu des concertations avec des gens qui venaient expliquer, organiser. C'est un incroyable nombre d'associations, de médiation, de toutes les organisations internationales, des ONG qui sont penchées sur le Congo démocratique. C'est absolument incroyable d'arriver à la fin de l'année en disant les élections, non, il faut apporter. Il faut savoir aussi, c'est pas simplement l'élection présidentielle. Les députés, ils font quoi? Ils vont rester, il va falloir continuer à payer les députés encore 3 ans. Et toutes les autres institutions. Alors tout le monde, personne ne bouge. C'est pas simplement le président. Ça veut dire que c'est un pays qui va être en roue libre totalement sur le plan institutionnel. C'est pas possible. Alidor Mulombe. Mais quand le pays essaie de se donner cette chance-là, cette chance de bien organiser ses élections, c'est assez étonnant de voir que les pays occidentaux, par exemple la déclaration du président français, elle est pour moi étonnante au moment où il faut apaiser la population. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile sur le feu. On essaye d'encourager les pilleurs, les casseurs, ceux qui ont fait que l'économie de ce pays, à cause des pillages, de 91 et 93, ces pillages ont subi les conséquences jusqu'aujourd'hui. Eh bien, la communauté internationale ou même les grands donneurs de leçons, pourquoi vous n'accompagnez pas ce pays, vous n'accompagnez pas ce dialogue qui doit aboutir? On verra après s'il ne va pas aboutir. Mais le dialogue aujourd'hui dit, maintenant on travaille sur un calendrier électoral. Car on ne peut pas organiser les élections dans un pays. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Les fiches communales de savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, ça n'existe pas. Le premier qui a critiqué ça, c'est M. Tshisekedi. Il y a 3 ans, M. Tshisekedi déclarait on ne peut pas faire d'élections dans un pays où il n'y a jamais eu de recensement.
où on ne connaît pas qui est congolais, qui n'est pas congolais. Allez retrouver les déclarations de M. Tshisekedi. C'est tous ces gens-là, c'est l'opposition en grande partie qui a bloqué chaque fois qu'on essayait d'avancer.